je suis de retour. Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez compris, je suis revenu de vacances et je suis allé voir plusieurs films pendant ces vacances. Et donc concrètement, j'ai utilisé cette vidéo pour vous faire une réaction en retard donc de rattrapage des différents films que j'ai pu voir. Et donc, pour faire court, je suis allé voir Ant-Man et la Guêpe, Mission Impossible, Fallout, Darkest Mind, Rébellion et En eau profonde. Donc voilà, concrètement, j'ai vu 4 films et je vais vous en parler dans l'ordre dans lequel je les ai vus. On va donc commencer par Ant-Man et je vais être bien sûr très rapide au niveau de la présentation des personnages parce qu'il y a quand même beaucoup de films et donc ça veut dire beaucoup de personnes. Donc on va vraiment se concentrer sur les principaux. Dans le film Ant-Man et la Guêpe, vous allez pouvoir voir comme personnage principal déjà Paul Rudd. Vous avez pu voir dans 40 ans mode d'emploi et dans Peace, Love et plus si Affinity. Vous allez pouvoir voir également Evangeline Lilly. Vous allez pouvoir donc dans Hobbit et Désolation de Smaug et dans Real Steel. Vous allez pouvoir également voir Michelle Pfeiffer. Vous avez pu voir dans Batman le défi et dans Dark Shadows. Et pour finir, Michael Douglas. Vous avez pu voir dans Last Vegas et Conspiracy. Bien entendu, il y a également plein d'acteurs autres dans ce film, mais on va pas s'attarder non plus trop là-dessus. Concrètement, qu'est-ce que j'ai pensé du film? En termes de jeu d'acteurs, on est sur le même jeu d'acteurs que le premier. C'est un mélange de super-héros et de comédie, donc les acteurs font leur rôle, on va dire, devant l'écran. Puis surtout qu'en plus, je l'ai vu en version française, donc j'aurais du mal vraiment à juger le jeu d'acteur, mais le jeu d'acteur est quand même très appréciable par rapport aux facettes des personnages et par rapport au doublage français. À côté de ça, les effets spéciaux et les chorégraphies, les graphismes, etc., qui sont liés à ce film sont toujours aussi bons parce que bon, ça reste un film Marvel Studios, donc Disney. Ils font de très bons effets spéciaux, de très belles chorégraphies, mais franchement en termes d'effets spéciaux, c'est du même acabit que le premier et donc franchement il est très agréable à regarder. À côté de ça, bien sûr, il y a le scénario et ce qui va vraiment être jugé, on va dire, pour ce film, parce que faut quand même être dans le contexte, il sort juste après Infinity War. C'est parti de l'univers du MCU et donc tout le monde attend en fait la suite d'Infinity War et là Ant-Man 2 débarque un petit peu comme un cheveu sur la soupe, j'ai envie de vous dire, parce que Captain Marvel, qui va en plus sortir juste un peu avant Avengers 4, est également très attendu parce que c'est un nouveau personnage et donc on sait très bien qu'il va avoir un très gros rôle dans justement Avengers 4. Là, Ant-Man concrètement, je vais vous le dire sincèrement, en termes d'histoire dans la MCU, à ce moment-là, on en a un petit peu rien à foutre. C'est un bon divertissement, mais pas plus que ça, parce que concrètement, il est du même acabit que le premier, également en termes d'histoire. Il est agréable, mais justement, vu qu'il est au même niveau que le premier, bah c'est un peu décevant. On nous met en avant plein de trucs, et au final, bah on dit, bah on les utilisera peut-être, éventuellement, dans Avengers 4. La grande méchante du film, bof. Certains trucs dans le film sont pas forcément nécessaires, il n'y a pas assez de liens, on nous apprend pas assez, ils vont pas assez loin dans les choses, et en fait, c'est ça qui est dommage avec ce film. C'est que c'est un bon divertissement, mais en dehors, enfin dans le MCU, il sert à rien. Donc voilà, c'est très court par rapport à Ant-Man et la Guêpe. On va pouvoir maintenant passer au second film. Le second film est d'autre que Mission Impossible Fallout, donc le 6e opus. Dans ce film, vous allez pouvoir voir, bien sûr, Tom Cruise, que vous avez pu voir dans La Momie et dans Age of Tomorrow. Henry Cavill, vous avez pu voir dans Justice League et The Man from U.N.C.L.E. Vous avez pu voir également Rebecca Ferguson, qui a joué dans The Greatest Showman et dans Life, Origine Inconnue. Et bien sûr, Simon Pegg, que vous avez pu voir dans Paul et dans Shaun of the Dead. Tout comme Ant-Man and the Wasp, je n'ai pas vu le film en VO, donc j'aurai difficilement la possibilité de vous critiquer le jeu d'acteur des différents personnages. La version française des Missions Impossibles est toujours aussi bonne, il n'y a pas à critiquer, et on peut quand même déceler le jeu d'acteur sans voir forcément en VO, et le jeu d'acteur reste quand même très bon et très appréciable à regarder à l'écran. En ce qui concerne ce film, on va dire qu'au niveau scène d'action, on en prend encore pour notre grade. Les scènes d'action sont bien ficelé, très agréable à regarder à l'écran, donc on va vraiment plein la gueule. Les niveaux, les différents décors sur les différentes villes ou les différents lieux où se trouvent les personnages de Mission Impossible sont diversifiés et très agréables à regarder. Franchement, je m'attendais vraiment à me faire chier en fait quand je suis allé voir quand je suis allé rentrer dans le cinéma pour voir Mission Impossible 6. Je me dis justement, ils en sont déjà au 6e. Le 5e, j'avais eu des difficultés à le regarder. Le 5 des 4 premiers, il y avait des hauts et des bas. Le premier était magistral, le 3 était très bon, le 4 était bon et le 2 était moyen. Là, concrètement, je me suis dit, après un 5e qui était un peu mou, je me dis, est-ce qu'ils vont réussir à faire un Mission Impossible et est-ce qu'ils vont rendre intéressant le scénario? Et là, oui. Franchement, je me suis pas fait chier, même si le film est quand même long, je crois qu'il dure 2h30. Et surtout, ils arrivent à réutiliser les recettes du premier film, c'est-à-dire nous avoir par des retournements de situation au sein du film, et ça c'est plutôt
bien foutu. Il y a certains qu'on voit un peu venir, mais j'ai même l'impression un petit peu que le film nous a laissé l'indice pour que nous-mêmes on mène notre enquête en fait. Alors je sais pas si le réalisateur a voulu jouer justement avec ça pour que les spectateurs se disent ah putain je sais qui est le méchant avant les héros, donc c'est cool. Dans l'un ou dans l'autre, c'est pas un film qui m'a déçu, bah c'est quand même bien ficelé. Même si la fin, on sait que voilà, ça va être une happy end, etc. Même si franchement ils nous tiennent jusqu'au bout, il y a certaines scènes qui sont un peu clichés, un petit peu tirées par les cheveux, mais franchement j'ai envie de vous dire, Mission Impossible, ça fait quand même donc au 6e film, et réussir à faire un 6e film qui nous tient en haleine comme ça, et faire un bon 6e film, bah moi je dis bravo en fait les mecs. Bon voilà, c'est tout pour Mission Impossible, on va pouvoir passer au 3e film. Donc le 3e film est tiré donc d'un roman et s'appelle Darkest Mind Rebellion. Au sein de ce film, vous allez avoir très peu d'acteurs entre guillemets connus, beaucoup de jeunes acteurs. C'est ça que je vais vous parler sont plus au nom de 3 acteurs et en plus 3 actrices de ce film. Amanda Stenberg, que vous avez pu voir donc dans Everything et Hunger Games. Mandy Moore, que vous avez pu voir dans 47 Meters Down et Le Temps d'un automne. Et Gwendoline Christie, que vous avez pu découvrir dans la série Game of Thrones et bien sûr dans Star Wars épisode 7 et épisode 8. Donc oui, je suis très ravi d'être les acteurs parce que concrètement, comme je vous ai dit, ce sont tous de jeunes acteurs qui n'ont pas forcément encore fait leur preuve. Donc, on va se concentrer plus sur le film parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire sur ce film-là. Des 4 que j'ai vus, c'est celui qui m'a le plus déçu. Je n'ai pas lu les romans. Je suis allé vraiment au flanc, comme Hunger Games, Divergente, etc., etc. Et déjà, quand je suis arrivé dans la salle et que j'ai vu, je l'ai vu en français aussi. Et quand je suis arrivé dans la salle et que j'ai vu que les 3/4 du public étaient des ados et surtout des adolescentes, j'ai fait ouch. Où est-ce que je suis arrivé. C'est vrai que j'avais un peu d'a priori quand je suis rentré dans la salle. Alors qu'au départ, quand je vais dans un moment, je me suis dit ça peut être cool, cette idée de séparer les enfants, les survivants, etc., etc., et les pouvoirs, des classes et tout. Mon côté fan de X-Men, bien sûr, a été vraiment attiré par ce film. Et là, j'ai vu le film. Alors déjà, en termes de jeu d'acteurs, c'est très compliqué de juger le jeu des acteurs. En plus, c'est des gens qui sont assez jeunes, donc il y a vraiment des hauts et des bas dans le film, mais vraiment, c'est flagrant, et que ce soit en termes d'adultes ou en termes d'enfants. Et à côté de ça, les effets spéciaux sont bien, mais juste bien. Et pour un film de mutants fait par la Fox, bah, c'est un peu dommage, quoi. J'aurais vraiment aimé en prendre plus dans la gueule. Après vous allez me dire oui mais c'est le premier roman, c'est le premier film, la 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 la. Ouais mais pour ceux qui n'ont pas lu les romans, on aimerait bien aller voir un film en tant que film. Surtout qu'en plus ça c'est le premier. Donc j'aurais aimé que ça qu'en termes d'effets spéciaux, on en prenne plein les yeux que ce qu'ils nous proposent. Les décors sont pas assez diversifiés. On n'a pas l'impression d'être devant un film de mutants à grande ampleur comme ça, comme ils nous le vendent dans le film. En plus on sait qu'on va suivre un personnage qui va être enfermé dans ce camp. On se dit ouais il va y avoir des complots dans le camp, des moyens de se sortir, etc., etc. Et ben non, déjà à la base, tout se passe excessivement trop vite. Tout se passe trop vite et trop simplement. C'est vraiment, et je sais que je vais encore me faire engueuler, mais c'est vraiment un teenage movie, mais dans le bas-fond du teenage movie. Vraiment, ils prennent les codes du teenage movie, mais de base. Concrètement, si on prend le film, et j'en ai discuté avec d'autres personnes qui l'ont vu, d'autres adultes, on est d'accord, ce film, c'est un mélange d'Hunger Games, de Divergente, de Labyrinthe, et un peu de Twilight. Parce qu'il y a de tout. Il y a le côté vraiment, la gonzesse, qui est un peu, pas l'élu, mais genre ça qui va mener les gamins, machin, etc., etc. Enfin bref, avec ses pouvoirs du chouette. Le côté Divergent, parce que le côté classe, etc., etc., mais très mal utilisé. Le côté Twilight, parce qu'il y a forcément une relation amoureuse bidon, très cucu. Et puis du côté Labyrinthe, parce que voilà, le côté fuite, le côté machin, le côté des personnages qui servent à rien, etc. Et si même, ne serait-ce que par rapport au pouvoir, ils nous ont survendu, nous ont dit voilà, il y a des classes, etc. Alors déjà, à la base, faire des classes de pouvoir, sachant que les super intelligents, on peut comprendre. De faire que ceux qui contrôlent l'électricité et la lévitation soient inférieurs déjà à ceux qui utilisent le feu. Déjà je trouve ça un peu bidon. Et franchement, en plus justement, je vous ai spoilé ceux qui ont les deux pouvoirs au-dessus. Parce qu'on nous dit ouais, les pouvoirs rouges, enfin ceux qui ont les yeux rouges, ceux qui ont les yeux oranges, c'est les mutants les plus puissants. Moi je me suis dit ouais, ça se trouve ils ont plein de pouvoirs, avec les rouges qui ont plein de pouvoirs et l'orange qui peuvent les développer à un niveau supérieur. Non, non, que dalle. Je vous spoil comme un gros bâtard, les rouges c'est le feu, les oranges c'est les télépathes. Et je te dis, mais... Oui, d'accord, les oranges sont puissants parce que ce sont des télépathes, ils peuvent vraiment tout faire. Enfin, en termes de contrôle. Mais ils l'exploitent pas. Après, quand tu vois un peu le scénario du film final, comment ça... Un peu ce qui se passe en sous-jacent, c'est un peu de comprendre la logique du film. Tu dis que c'est appréciable, mais je pense surtout que j'ai pas été le public de ce film. Pour finir sur ce film-là, si vous avez kiffé les romans, allez-y. Mais bon, je vais arrêter trop de le critiquer, on va passer au 4e film. Le 4e film est donc de Meg, ou En eau profonde pour la version française. Et dans ce film, vous allez pouvoir voir ces acteurs. Jason Statham, vous avez pu voir donc dans Transporter et dans Expendables. Ruby Rose, vous avez pu voir dans Triple X Reactivated et John Wick 2. Lee Bingbing, vous avez pu voir dans Resident Evil Retribution et dans Transformers
Age of Extinction, et Cliff Curtis, que vous avez pu voir dans L'Animateur de l'air et dans Colombienne. The Meg est donc le dernier film que j'ai pu voir cet été. Concrètement, ce film me hypait parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais bien ces films de série B, même des fois de série Z, avec justement des gros requins, etc. etc. C'était hyper stylé, c'était des films de monstres et tout, c'était hyper cool. Ils en faisaient beaucoup, on va dire, il y a 12 ans, 12-15 ans. Et après, ils en ont plus fait, et après, il y a Sharknado qui a pris un peu la relève. Mais il n'y avait plus vraiment de films sur des gros requins. Et là, d'en faire un, et en plus, un blockbuster, un film qui sort vraiment au cinéma, pas un film qui sort en direct ou DVD ou juste seulement à la télé, le voir au cinéma, en plus avec des acteurs assez connus, je me suis dit, putain mais c'est cool, ça va me rappeler un peu mon enfance, ça va être stylé. Et puis c'est maintenant les effets spéciaux qui sont faits maintenant, ça sera peut-être moins caricatural, et au niveau même ça, que de l'histoire, ou même au niveau du mégalodon comme il l'est. Et oui, passer sur le jeu d'acteur, enfin, c'est Jason Statham, c'est dans la même acabit, c'est un peu le personnage de film d'action avec un mégalodon. Jeu d'acteur, voilà, on va pas trop le jouer sur ce film, il est appréciable pour le film comme il est. Mais à côté de ça, effectivement, en termes de scénario qui est franchement pas si débile que ça, plutôt bien ficelé, mais qui utilise en fait les bases et les principes des premiers films sortis sur cet même univers-là. Le mégalodon est crédible, et lui, physiquement, en termes d'esthétisme, en termes de structure, etc., c'est un peu une grosse patate, mais c'est crédible. C'est pas genre le gros requin énorme qui peut avaler un bateau. Voilà. C'est un très gros requin, il est crédible et c'est très agréable, ça fait du bien de voir un film comme ça. Et il y a tous les rebondissements, on va dire, d'un film qui se passe dans l'eau ou avec des requins. Pour moi, ce film, eh ben, il marche en fait. Il marche bien. Et même en plus, ils ont enlevé ce côté un peu, justement, teenage movie, film de boule, qu'il y avait souvent dans ces films-là. Et bien sûr, il y a quand même un truc qui là par contre est un peu débile, c'est la fin. On va dire qu'heureusement qu'avec ce film, la fin on s'en fout un peu. Mais la fin, en fait, on rentre dans le nanar. On rentre dans le film de série Z, voilà, la fin, pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous me comprenez. Donc voilà, ce sera tout pour ma grosse réaction à chaud, rattrapage sur les 4 films que j'ai pu voir cet été. Je suis vraiment très content de pouvoir refaire une vidéo après, je crois, plus de 3 semaines d'absence, parce que voilà, j'en avais besoin. Et donc voilà, en tout cas, je suis très content de vous retrouver. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à liker, à commenter, à partager, comme d'habitude, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. On approche tranquillement des 300, j'aimerais vraiment bien y arriver. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.